Ton téléphone vibre sur la table de nuit, une secousse brève, presque timide, au milieu d'un mardi après-midi pluvieux. Tu ne regardes pas tout de suite, tu sais déjà. Ce n'est pas un message, c'est une sonde lancée dans les profondeurs de ton silence pour voir si ça mord encore. C'est là que tout se joue, dans cet instant précis, où l'autre réalise que tu n'es plus une option sur son menu, mais une porte définitivement verrouillée. Ce petit signal numérique, c'est le cri de détresse d'un ego qui s'asphyxie. Pour lui, ton silence n'est pas une absence de bruit, c'est une insulte personnelle, un crime de lèse-majesté. Tu sens cette décharge d'adrénaline familière, ce nœud dans l'estomac qui se resserre, mais cette fois, il y a une nuance, une lassitude profonde qui l'emporte sur l'angoisse. Tu observes l'écran s'allumer, une lueur blafarde dans la pénombre de la chambre, et tu réalises que ce nom qui s'affiche ne possède plus le pouvoir de faire s'effondrer ton monde. C'est un artefact du passé, une relique d'une époque où tu pensais que ta survie dépendait de son approbation. On a souvent tendance à croire que ces individus tournent la page avec la même facilité qu'ils changent de chemise. C'est une erreur de lecture monumentale. Ils ne tournent pas la page, ils la déchirent parce qu'ils ne supportent pas que l'histoire ne leur appartienne plus. Imagine un gosse qui a délaissé son jouet préféré pendant des mois dans un coin poussiéreux du grenier. Il s'en fiche. Il a d'autres distractions, d'autres objets plus brillants, plus neufs. Mais dès qu'il voit un autre enfant s'en approcher, ou pire, dès qu'il réalise que le jouet a disparu, qu'il a été jeté ou donné, il entre dans une rage noire. Ce n'est pas de l'amour pour l'objet, c'est une crise de propriété pure et simple. Tu es ce jouet qui a eu l'audace de s'enfuir du grenier, de se dépoussiérer et de commencer une vie autonome loin de son emprise. Pour lui, ton autonomie est un acte de rébellion. Une insubordination qu'il doit mater à tout prix pour restaurer son sentiment de toute puissance. Il ne peut pas concevoir que tu puisses exister en dehors de son champ gravitationnel. Le moment où le personnage réalise que tu es devenu inaccessible est un séisme pour son ego. Pour lui, tu étais une sorte de buffet à volonté émotionnelle, une ressource de premier choix toujours disponible, peu importe les humiliations, les mensonges ou les silences radio qu'il t'imposait. Il vit dans une fiction permanente où il est le monarque absolu, et où tu es le sujet fidèle, celui qui attendra toujours sur le perron, même sous la grêle, même après avoir été banni. Quand il comprend que tu as emménagé ailleurs, mentalement et physiquement, sa réalité s'effondre. Il ne s'agit pas de la perte d'un être cher, mais de la perte d'un miroir. Sans toi, pour refléter sa prétendue grandeur, il est confronté à son propre vide intérieur, un trou noir, qu'il passe sa vie à essayer de combler avec l'énergie des autres. Ce vide l'effraie plus que tout, car il l'oblige à entrevoir la médiocrité de son âme. Il se retrouve face à un silence qu'il ne peut pas remplir, une absence qui ne crie pas son nom, et c'est ce vide-là qui le rend fou de rage. Ce choc ne produit pas de la tristesse, mais une panique froide, une urgence tactique. Il va alors multiplier les tentatives, ce qu'on appelle la manœuvre de retour ou le hoovering, l'aspiration. C'est une phase fascinante et pathétique à la fois, un véritable inventaire de toutes les techniques de manipulation connues. Ça commence par des petits riens, des micro-agressions nostalgiques destinées à tester tes défenses. Un j'aime sur une vieille photo de vacances que tu as publiée il y a 3 ans, une notification qui surgit comme un fantôme au milieu de la nuit. Un message envoyé soi-disant par erreur, code 0. C'est une ligne jetée à l'eau pour tester la température. Si tu réponds, même pour dire cotin, il a gagné. Il a vérifié que le contact électrique passe encore, que le fil n'est pas totalement sectionné, que tu es encore à portée de voix. Il a besoin de cette confirmation, de ce petit shoot de dopamine que procure ta réaction, quelle qu'elle soit. Si ces petits hameçons ne fonctionnent pas, il passe à la vitesse supérieure, la provocation par l'absurde. Il peut t'envoyer une photo d'un objet insignifiant que tu as laissé chez lui, comme une vieille brosse à dents, un chargeur usé ou un ticket de caisse datant de 2 ans, en prétendant que c'est d'une importance capitale et qu'il faut absolument s'organiser pour te le rendre. Il peut aussi utiliser des dates anniversaires, des fêtes religieuses ou même le décès d'une vague connaissance pour justifier une prise de contact humaine. Code 2. C'est du chantage à l'empathie. Il sait que tu es une personne sensible, dotée d'une grande capacité de compassion, et il utilise cette sensibilité comme une faille de sécurité pour pirater ton système de défense. Il veut te faire croire qu'il a changé, qu'il a enfin accédé à une forme de sagesse ou de vulnérabilité. Il joue sur la corde sensible de ta culpabilité, espérant que tu te sentiras obligé de répondre par simple politesse ou par humanité. C'est là qu'interviennent les relais de manipulation, ce qu'on appelle dans le jargon les singes volants. Ce sont ses amis communs, ses cousins éloignés ou même des membres de ta propre famille qu'il va contacter en jouant la comédie du siècle. Il va se confier à eux, l'air abattu, la voix tremblante, les yeux rougis par des larmes de crocodile. Il ne va pas t'insulter devant eux, non. Il va jouer la victime inquiète, le grand seigneur blessé mais magnanime. Je me fais tellement de soucis pour elle et lui, j'ai l'impression qu'il, elle, ne va pas bien.
qu'il elle s'isole, qu'il elle est sous une mauvaise influence. Il utilise ces gens comme des chevaux de Troie pour entrer dans ta forteresse. Le but est simple, faire en sorte que quelqu'un de neutre ou de bienveillant vienne te dire « code 4 ». C'est une stratégie de contournement brillante et perverse qui vise à te faire passer pour la personne cruelle et sans cœur si tu refuses le dialogue. Ces singes volants sont souvent sincères dans leur démarche, ce qui les rend d'autant plus dangereux car ils deviennent les porte-paroles inconscients de son venin. Quand le silence persiste malgré tout, le monarque se transforme en mendiant puis en tyran. Il peut t'appeler 40, 50, 80 fois en une seule nuit, masquant son numéro ou utilisant des applications de téléphonie par Internet pour contourner tes blocages. Ce n'est pas une preuve d'attachement passionné. C'est un harcèlement motivé par l'angoisse de la perte de contrôle. Il a besoin de savoir qu'il peut encore t'atteindre, te faire pleurer, te mettre en colère ou même te faire peur. N'importe quelle réaction, absolument n'importe laquelle, est une victoire pour lui. Si tu restes de marbre, il fait face à ce qu'on nomme la blessure narcissique, une douleur insupportable qui le renvoie à sa propre vacuité. À ce stade, il ne cherche plus à te récupérer pour t'aimer, il cherche à te récupérer pour te punir d'avoir osé lui résister, pour rétablir la hiérarchie où il domine et où tu subis. Il veut voir la peur dans tes yeux, il veut entendre le tremblement dans ta voix, car c'est là qu'il puise son sentiment d'existence. Certains finissent même par s'effondrer physiquement ou psychologiquement de manière spectaculaire. On entend des histoires de personnes qui terminent aux urgences pour une crise d'angoisse simulée ou en observation psychiatrique pendant 72 heures parce que leur monde, entièrement basé sur la domination de l'autre, a volé en éclats. C'est le moment où les mensonges qu'ils se racontaient à eux-mêmes ne suffisent plus à boucher les trous de leur existence. Ils se voient tels qu'ils sont, seuls, nus, sans personne pour refléter une image grandiose d'eux-mêmes. Mais ne t'y trompe pas, même cet effondrement est une arme de destruction massive. C'est l'ultime tentative de te faire culpabiliser, de te forcer à revenir pour jouer les infirmières ou les sauveurs. Regarde ce que tu m'as fait, je suis à l'hôpital à cause de ton silence, ma vie est en danger. C'est la prise d'otage émotionnelle finale, le stade ultime du terrorisme sentimental. Ils sont prêts à mettre leur propre santé en scène pour regagner une once de ton attention. Pendant que tu essaies de reconstruire ta vie, de retrouver un sommeil paisible, de réapprendre à respirer sans cette oppression constante sur la poitrine et de soigner tes propres traumatismes, lui est en train de surveiller tes moindres faits et gestes comme un prédateur à l'affût derrière un buisson. Il fait défiler tes publications, créer des comptes fictifs avec des noms improbables, des photos de paysages ou d'animaux pour espionner tes stories sans être repéré. Il demande à ses complices de vérifier si tu as l'air heureux ou malheureux sur tes photos, si tu as changé de coiffure, si tu fréquentes de nouveaux lieux. S'il voit que tu t'en sors, que tu as repris des couleurs, que tu sors avec des amis, que tu ris sur une vidéo, sa rage décuple. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses exister, respirer et sourire sans son autorisation expresse. Pour lui, tu n'es pas un être humain avec des besoins, des rêves et une volonté propre. Tu es une extension de lui-même qui a fait sécession, un membre fantôme qui continue de bouger alors qu'il a été amputé. Il scrutera chaque détail. Une nouvelle bague à ton doigt, un nouveau vêtement, un lieu qu'il ne connaît pas cherchant désespérément une faille où insérer son levier de destruction. Il y a cette image frappante d'un personnage de dessin animé, Helga Pataki, qui passait son temps à insulter le héros en public mais qui gardait un sanctuaire secret dédié à son obsession dans son placard. C'est exactement ce qui se passe, mais sans le côté comique ou innocent. Devant les autres, il pratiquera la campagne de dénigrement avec une férocité inouïe. Il dira que tu étais quelqu'un de difficile, de déséquilibré, d'infidèle, voire de dangereux. Il inversera systématiquement les rôles. C'est lui qui t'a quitté parce qu'il n'en pouvait plus de tes folies, de tes exigences ou de ton instabilité. Il pratiquera la manipulation de la réalité, gaslighting, à l'échelle sociale pour sauver les meubles et garder son masque de bonne personne, de victime de ton tempérament. Mais dans le secret de son intimité, il est dévoré par ton absence. Il garde tes vieux messages, analyse tes derniers mots, non par nostalgie amoureuse, mais comme un général étudie les cartes d'une bataille perdue pour comprendre où la stratégie a flanché. Quel bouton il a oublié de presser pour te maintenir en esclavage. Il peut passer des heures à relire des échanges vieux de plusieurs années, cherchant le moment précis où il a perdu son emprise. Cette obsession peut durer des mois, voire des années. Même s'il a trouvé une nouvelle proie, ce qu'on appelle une nouvelle source d'approvisionnement, il gardera toujours un œil sur toi. La nouvelle personne n'est qu'un pansement, une ressource de transition qu'il utilise pour combler le vide immédiat et prouver au monde qu'il est désirable. Elle n'a pas la même saveur que toi, car elle n'offre pas encore la même résistance ou la même profondeur d'histoire.
Il va essayer de te rendre jaloux ou jalouse en affichant son prétendu nouveau bonheur sur tous les réseaux possibles avec des légendes dégoulinantes de niaiseries sur l'âme sœur enfin trouvée. C'est une mise en scène théâtrale, une production à gros budget destinée à un seul spectateur, toi. S'il poste une photo de lui avec quelqu'un d'autre dans le restaurant exact où vous aviez vos habitudes, ce n'est pas un hasard, c'est une attaque ciblée. C'est un missile guidé par laser destiné à percer ton armure et à voir si tu vas craquer et envoyer un message de colère. Il attendra que tu réagisses pour pouvoir dire à sa nouvelle victime « Code 6 ». Le piège, c'est de croire qu'il a changé parce qu'il a l'air de réussir sa vie avec quelqu'un d'autre, parce qu'il semble enfin stable ou épanoui. C'est une illusion d'optique, un décor de cinéma en carton-pâte. Le cycle narcissique est immuable comme les saisons. Bombardement affectif, love bombing pour ferrer la proie, dévaluation pour la briser, rejet pour la détruire. La seule différence, c'est que cette fois, tu n'es plus sur scène. Tu es dans les coulisses, ou mieux encore, tu as définitivement quitté le théâtre et tu marches dans la rue, au grand air. Et c'est ça qu'il ne te pardonnera jamais. Avoir mis fin à la pièce avant qu'il n'ait pu décider du mot fin. Avoir repris le script et l'avoir brûlé. L'indifférence est l'arme absolue. Une arme de destruction massive pour son ego. C'est le seul langage qu'il ne sait pas traduire, la seule émotion qu'il ne peut pas manipuler pour en faire du carburant. Ton bonheur sans lui est une condamnation à mort pour son image de soi. Quand tu atteins ce stade où ces messages ne provoquent plus de palpitations cardiaques, plus de mains moites, plus de tremblements, mais un simple haussement d'épaule ou un soupir d'ennui, tu as gagné la guerre. Tu n'es plus la proie qui essaie désespérément d'échapper au prédateur, tu es devenu le mur de béton sur lequel il s'épuise à griffer. Il va essayer de te provoquer, de te calomnier, de raconter des horreurs sur ta vie privée à tout le quartier, à tes collègues ou à tes employeurs. Laisse-le faire. Son venin ne peut t'empoisonner que si tu acceptes de boire à sa coupe en essayant de te justifier ou de rétablir la vérité. En restant silencieux ou silencieuse, tu le renvoies à sa propre folie aux yeux de tous. Les gens sensés finiront par voir que celui qui hurle, s'agite et s'acharne sur quelqu'un qui ne répond pas est le seul qui a un problème psychiatrique sérieux. Ton silence est un projecteur braqué sur sa pathologie. Il finira par s'exposer lui-même par l'excès de ses propres manigances. Il faut comprendre que son besoin de toi est vital, mais d'une manière purement parasitaire. Sans une victime à modeler, à tester, à briser, puis à consoler pour se sentir puissant, il n'a aucune consistance réelle. Il est comme un vampire émotionnel qui a besoin de ton sang pour avoir des couleurs. C'est pour cela qu'il est capable de passer de la supplication larmoyante, code 7, à la menace la plus sombre, code 8, en l'espace de 2 minutes. C'est le comportement d'un toxicomane en manque de sa dose de pouvoir. S'il réalise que la pharmacie est définitivement fermée, que les rideaux de fer sont tirés, que les alarmes sont branchées et que les codes ont été changés, il va d'abord tenter de forcer la serrure avec des mots doux, puis il essaiera de mettre le feu au bâtiment par la calomnie avant de partir, l'âme en peine et la rage au ventre, chercher une autre officine plus vulnérable, plus naïve, moins protégée. Sa quête est sans fin car son réservoir intérieur est percé. Ta force réside dans ta capacité à ne plus être une ressource, à devenir stérile pour lui. Cela demande une discipline de fer, une sorte de diète émotionnelle stricte. Il ne s'agit pas seulement de bloquer un numéro sur ton téléphone ou de restreindre un profil Facebook, il s'agit de bloquer l'accès à ton esprit. Ne plus se demander ce qu'il pense, s'il a mangé, s'il est triste, s'il sort avec quelqu'un ou s'il a enfin compris ses erreurs. Le regret sincère n'existe pas dans son logiciel interne. Il n'y a que le dépit de la perte d'un avantage. S'il pouvait te récupérer juste pour te rejeter lui-même une semaine plus tard afin de reprendre la main sur la narration de votre rupture et de partir gagnant, il le ferait sans l'ombre d'une hésitation. C'est ce qu'on appelle la clôture de pouvoir. Il veut avoir le dernier mot pour se sentir supérieur dans le chaos qu'il a créé. Il veut que la fin de l'histoire soit écrite par lui, avec toi en position de faiblesse. Dans cette lutte invisible, le karma finit toujours par faire son œuvre, mais pas forcément de la manière spectaculaire que l'on imagine. Ce n'est pas un éclair qui lui tombe dessus un soir d'orage, c'est la répétition éternelle, épuisante et monotone de son propre échec relationnel. Il est condamné à revivre la même comédie, le même scénario, avec des acteurs différents, sans jamais connaître la paix, la satisfaction, la sécurité ou la véritable intimité. Il est prisonnier d'une boucle temporelle de vide affectif, incisif de la manipulation qui remonte sa pierre de mensonge pour la voir s'écraser à chaque fois. Toi, au contraire, tu as la possibilité de changer de registre, de découvrir de nouveaux paysages émotionnels, de vivre des relations basées sur la réciprocité, la vulnérabilité réelle, le respect, et non sur la prédation. Ta liberté
ton bonheur authentique et ta capacité à aimer à nouveau sont sa plus grande défaite. Une blessure qu'il portera toujours, car elle lui rappelle ce qu'il est incapable d'atteindre. La manœuvre de retour est souvent déguisée en fausse nostalgie poétique, presque cinématographique. Il t'enverra peut-être une chanson que vous écoutiez ensemble ou te rappellera un détail infime. Je suis passé devant cette boulangerie et j'ai pensé à tes gâteaux préférés, j'ai failli en prendre un pour toi avant de me souvenir. C'est une tentative de réactiver les circuits de dopamine que le bombardement affectif du début avait créé dans ton cerveau. Il veut que tu te souviennes de la version idéale de lui-même, celle qu'il a fabriquée de toutes pièces pour te séduire, pour te faire oublier la version réelle, celle qui t'a dénigré, trompé et trahi. Il essaie de provoquer une régression émotionnelle, de te ramener à l'état de dépendance. Ne tombe pas dans le panneau de cette poésie de pacotille. Ce n'est pas de la tendresse, c'est un appât empoisonné enduit de sucre. Il utilise tes souvenirs comme des armes pour fracturer ton présent. Si tu as des enfants avec un tel individu, la situation est un champ de mine permanent. Il utilisera les petits comme des pions, des micros et des caméras de surveillance. Il se fera passer pour le parent modèle, le martyr de la séparation, tout en essayant de distiller un poison lent dans l'esprit des enfants pour les retourner contre toi. C'est là que la méthode de l'indifférence de Pierre, le Grey Rocking, devient ta seule armure viable. Tu dois devenir aussi ennuyeux, neutre, plat et sans intérêt qu'un galet gris au bord d'un chemin poussiéreux. Réponds aux questions logistiques par des phrases courtes. Oui, non, c'est noté, d'accord. Ignore les pics. Ne relève jamais les provocations. Ne justifie jamais tes choix de vie, tes nouvelles fréquentations ou tes méthodes d'éducation. S'il n'y a plus de drame à consommer, plus de larmes à voir couler, plus de cris à provoquer, il finira par se lasser et cherchera son spectacle, son show narcissique, ailleurs. Il a besoin d'un public réactif. Si tu deviens une salle vide et silencieuse, il ira jouer sa pièce dans un autre théâtre. Il y a une forme de justice poétique à voir un prédateur s'agiter dans le vide, tel un insecte sur le dos. Plus il essaie de t'atteindre par des moyens détournés, et plus il s'enfonce dans son propre ridicule aux yeux de ceux qui observent la scène avec un peu de recul et d'intelligence. Les gens finissent toujours par voir clair dans son jeu de victime professionnelle, même ses alliés les plus fidèles finissent par se lasser de ses tragédies incessantes, de ses incohérences et de son besoin maladif d'être le centre du monde. Le vide qu'il a essayé de creuser en toi par ses critiques et ses dévaluations finit par l'aspirer lui-même. C'est le prix à payer pour avoir voulu transformer un être humain, une âme vivante, en un simple instrument de validation personnelle et en réservoir à émotions. Il finit par se noyer dans le propre poison qu'il destinait aux autres. Pense à cette image pour tenir le coup. Une porte en acier trempé, soudée au cadre, sans poignée extérieure, sans serrure, sans même une fente pour le courrier ou un Judas pour regarder dehors. C'est ce que tu dois devenir pour lui. Peu importe qu'il frappe jusqu'à s'en saigner les mains, qu'il hurle des promesses d'amour éternel ou des menaces de ruine totale, ou qu'il gratte à la surface avec ses ongles jusqu'à l'épuisement. Il n'y a plus d'entrée possible, plus de failles, plus de brèches. Tu as repris les clés de ton propre royaume intérieur et ce royaume est désormais une zone d'exclusion totale pour les touristes destructeurs et les pilleurs d'énergie. Tu as appris la leçon la plus dure, la plus coûteuse et la plus douloureuse qui soit, mais c'est aussi celle qui te rendra le plus libre, le plus lucide et le plus solide pour tout le reste de ton existence. Cette porte n'est pas une prison pour toi, c'est une protection pour ton âme. Le constat est parfois amer quand on réalise, après coup, le temps, l'argent, la santé et l'énergie perdue à essayer de sauver, de comprendre ou de réparer quelqu'un qui n'a absolument aucune intention d'évoluer. Car il se sent parfait et justifié dans sa pathologie. Mais ce temps n'est pas du gâchis, c'est une initiation brutale. Tu es maintenant capable de repérer les prédateurs à leur démarche, à leur regard trop fixe, à leur charme trop lisse ou à leur précipitation à vouloir s'immiscer dans ta vie. Tu sais que les promesses trop belles cachent des gouffres de noirceur. Tu es devenu un expert involontaire en langage corporel, en micro-expression et en sous-entendu. Cette hyper-vigilance qui était une fatigue épuisante au début, va progressivement se transformer en une force tranquille, un radar naturel, une boussole interne qui protégera ton avenir et tes proches. Tu as acquis une sagesse que peu de gens possèdent, une vision à rayon X sur la psyché humaine. Quelle est la manœuvre de retour la plus absurde que vous ayez subie? Ce message qui, au lieu de vous toucher ou de vous faire douter, vous a soudainement fait réaliser à quel point l'autre était déconnecté de la réalité, à quel point il ne vous connaissait pas. Certains reçoivent des messages pour demander le code Netflix ou le mot de passe du Wi-Fi 3 mois après une rupture sanglante. D'autres reçoivent des photos de leur propre chatte ou d'une plante verte pour tenter de créer un lien émotionnel forcé. Ces anecdotes, bien que pénibles sur le moment, sont les preuves irréfutables de leur détresse tactique. Ils tentent
Tout, le tout pour le tout, car ils n'ont plus rien à perdre, leur masque étant déjà tombé et leur véritable visage étant apparu dans toute sa laideur. Un jour, tu en riras avec tes amis, réalisant que ce qui te faisait autrefois trembler de peur n'est plus qu'une anecdote tragicomique. Pour protéger ton espace personnel de manière concrète et durable, commence par instaurer une règle d'or, une loi d'airain, le délai de décantation. Si un message arrive malgré tes blocages, via un nouveau numéro par exemple, ne l'ouvre pas, ne le lis pas, laisse-le reposer 48 heures dans un coin. Cette attente volontaire permet à la décharge d'adrénaline et de cortisol de s'évaporer de ton système nerveux. En traitant l'information à froid, 2 jours plus tard, tu réalises souvent que le texte est vide, répétitif, truffé de fautes de logique et qu'il ne mérite même pas une seconde d'attention. Tu peux alors l'effacer d'un geste machinal ou mieux, l'archiver dans un dossier preuve sans même le lire, au cas où son harcèlement nécessiterait une intervention policière ou juridique. Ce délai est ton bouclier temporel, il te redonne la maîtrise de ton rythme cardiaque. Si la communication est strictement inévitable pour des raisons légales, financières ou parentales, crée une adresse email dédiée, quelque chose de très administratif et neutre, type gestion.nom@email.com et ne la consulte qu'une fois par semaine, de préférence un jeudi matin quand tu as toute ton énergie. Jamais le soir avant de dormir, jamais le week-end, jamais pendant tes vacances. Cela sanctuarise tes moments de repos et de joie. Ton téléphone personnel doit redevenir un espace de sécurité, de rires avec tes vrais amis et de musique, pas un champ de bataille où chaque vibration peut être une attaque chimique. En reprenant le contrôle total du calendrier et du canal de communication, tu lui enlèves son pouvoir le plus précieux, celui de l'imprévisibilité et de l'intrusion. Tu redeviens le maître du temps et de l'espace. Lors des rencontres physiques obligatoires, adopte la posture du diplomate de carrière. Sois poli, distant mais glacial. Ne partage absolument aucune information sur ta santé, ton nouveau travail, tes amis, tes projets de vacances ou tes loisirs. Si l'autre te demande avec un faux air intéressé « Alors, comment va ton nouveau boulot ? J'ai entendu dire que c'était dur. » Réponds avec un visage de marbre « Ça suit son cours, merci de t'en inquiéter. » Et pour l'organisation de l'échange de samedi prochain, on reste sur 14 heures ? Ramène systématiquement, sans aucune exception, la conversation sur les rails de la logistique pure et dure. S'il tente une approche émotionnelle ou une provocation, code 12, regarde ta montre, feint une légère distraction et dit « code 13 ». C'est extrêmement frustrant, presque humiliant pour un manipulateur de se heurter à une machine administrative humaine car il n'a aucune prise sur la glace. Il veut du feu ? Donne-lui du givre, dresse une liste écrite, détaillée, sans fioriture, de toutes les horreurs, les mensonges, les trahisons, les humiliations et les moments précis où tu t'es senti minuscule, transparent ou fou folle à cause de lui/elle. Garde cette liste dans un endroit sécurisé de ton téléphone ou dans un carnet secret. Pourquoi faire cela ? Parce que le cerveau humain, par un mécanisme de survie, a une fâcheuse tendance à l'amnésie traumatique sélective. Dans les moments de solitude, de fatigue ou de vulnérabilité, tu pourrais être tenté de ne te souvenir que des bons moments, de cette fameuse phase de lune de miel artificielle du début. Relis ta liste à chaque fois que le doute ou la nostalgie s'installe. C'est ton antidote, ton sérum anti-venimeux contre la nostalgie factice que l'autre essaie de t'injecter. C'est un rappel brutal mais nécessaire de la réalité que tu as fui. Réapproprie-toi ton espace de vie, centimètre par centimètre. Change la disposition des meubles, achète de nouveaux draps dont l'odeur ne lui appartient pas. Change de parfum, de marque de café, de style de musique. Ces ancrages sensoriels sont essentiels pour signaler à ton inconscient profond que l'ancien cycle est définitivement terminé et qu'un nouveau règne a commencé, le tien. Chaque petit changement, même le plus insignifiant, est une affirmation de ta souveraineté retrouvée. Tu peux même repeindre un mur, changer les rideaux, ou planter de nouvelles fleurs. Tu n'es plus la personne qui l'a connue, manipulée et possédée. Tu es une version augmentée, plus consciente, plus sage et surtout totalement hors de sa portée. Sa plus grande peur, et tout ça, c'est que tu deviennes indifférente, car l'indifférence est le seul véritable néant pour un narcissique. En changeant ton décor, tu effaces les dernières traces de son passage. Le chemin vers la sérénité totale est une ascension de montagne, pas une ligne droite sur une plaine. Il y aura des jours où tu te sentiras en colère, une colère sourde ou explosive, et c'est sain. La colère est le signe que ton respect de toi-même se réveille et réclame justice. Il y aura des jours de tristesse profonde pour l'idéal que tu avais cru trouver pour le temps perdu, et c'est un passage nécessaire pour faire le deuil d'une illusion. Mais un matin, sans prévenir, tu te réveilleras et tu réaliseras avec un choc de plaisir que tu n'as pas pensé à lui/elle depuis 3 jours entiers. Ce silence-là, le tien, sera ta plus belle symphonie, ton plus grand chef-d'œuvre. C'est à ce moment précis
que tu comprendras que le monarque n'était qu'une ombre chinoise projetée sur un mur de ta chambre et que c'est toi qui tenais la bougie depuis le début. En éteignant la bougie, tu fais disparaître le monstre. L'ultime étape de la guérison, la véritable victoire, c'est quand tu réalises que tu n'as même plus besoin de te venger, de le voir échouer ou de recevoir des excuses. Sa vie elle-même est sa propre punition. Un enfer circulaire dont il ne s'évadera jamais. Être enfermé à perpétuité dans un bocal d'égoïsme, de paranoïa, de haine de soi cachée et de besoin constant de validation est une torture quotidienne. Toi, au contraire, tu as les clés du jardin, de la forêt et de l'océan. Tu peux cultiver de nouvelles relations saines, apprendre de tes erreurs, évoluer, changer et surtout, t'aimer sans avoir besoin du reflet déformant d'un prédateur. La vie est bien trop vaste, trop riche et trop courte pour être vécue dans la cage dorée ou la cellule de crise d'un manipulateur en fin de règne. Ta vengeance, c'est ta vitalité retrouvée. Imagine-toi dans quelques mois, marchant dans la rue, l'esprit léger, tu croises quelqu'un qui lui ressemble et au lieu de sentir ton cœur rater un battement, tu ressens une curiosité lointaine, presque clinique, comme si tu observais une espèce d'insecte rare mais inoffensif. Tu as intégré l'expérience, tu as digéré le poison et tu l'as transformé en anticorps. Tu es devenu, invulnérable à ce type de manipulation. Cette solidité intérieure est un trésor que personne ne pourra plus jamais te voler. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti, non pas brûlé, mais tempéré, comme une lame d'acier. Ta capacité à ressentir de la joie, de la vraie, sans l'ombre d'un doute ou d'une menace, est la preuve finale de ton triomphe. Si ce texte résonne en toi, si tu sens ton cœur battre un peu plus fort, c'est que tu as déjà fait la moitié du chemin vers la sortie. La prise de conscience est le premier pas, le plus difficile, vers la libération définitive. Ne laisse personne, absolument personne, ni lui, ni ses complices, ni tes propres doutes, te faire croire que tu es responsable de la pathologie ou de la folie d'un autre. Tu as le droit absolu au calme, au respect, à la dignité et à une vie sans vibration intempestive sur ta table de nuit. Le prochain message qu'il t'enverra ne sera pas une menace, ni une preuve d'amour, ce sera juste un spam de plus, un bruit de fond que tu supprimeras avec un sourire tranquille et une respiration profonde avant de retourner à ta propre existence, riche, complexe, vibrante et enfin totalement libre. Tu es le capitaine de ton âme et aucun pirate ne pourra plus jamais détourner ton navire. La manœuvre de retour n'est jamais un signe que tu lui manques en tant qu'être humain. C'est le signe qu'il a faim de ton énergie. Et tu n'es plus au menu, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Tu as définitivement fermé le restaurant, éteint les lumières, rendu les clés au propriétaire et tu es parti vers une destination qu'il ne pourra jamais atteindre, car elle se situe à l'intérieur de toi, dans cette zone de paix où sa manipulation n'a plus aucune prise. Savoure cette victoire, elle est silencieuse, elle est invisible pour le monde extérieur, mais elle est celle la plus importante et la plus héroïque de ta vie. Tu as survécu à l'asphyxie, tu as appris à respirer sous l'eau et maintenant tu vas enfin commencer à vivre pour de vrai, pour toi-même. Le silence n'est plus ton ennemi, c'est ton allié le plus fidèle, le gardien de ta nouvelle vie. Chaque jour, sans contact, est une pierre de plus posée sur l'édifice de ta liberté. Regarde devant toi, l'horizon est dégagé, et pour la première fois, c'est toi qui tiens la boussole. Et le voyage qui s'annonce est magnifique. Pense à la puissance de ton souffle. Chaque inspiration est une prise de possession de ton espace vital. Chaque expiration est un rejet des scories du passé. Tu n'as plus besoin de justifier ton existence, ni de plaider ta cause devant un tribunal dont le juge est corrompu. Tu es libre de tes mouvements, libre de tes pensées, libre de tes silences. Le prédateur est resté derrière, dans les ronces de sa propre amertume, tandis que tu t'élances vers une lumière qu'il ne pourra jamais éteindre. C'est cela, la véritable fin de l'histoire. Non pas un affrontement final, mais une évaporation lente et définitive de son influence sur ton âme. Tu es enfin chez toi, en toi-même, et la porte est close pour ton plus grand bien. Ton avenir t'appartient et il est radieux.